maintenant passer aux différentes questions pour essayer de tenir dans le timing d'une heure qu'on s'était fixé. Euh, alors, Myrena, je ne sais pas si tu as le temps de prendre connaissance de quelques questions que tu souhaitais relever. Je vais juste, on va peut-être prendre 30 secondes juste pour balayer certaines. Il y a des questions il y a des questions qui sont intéressantes. Je ne vous cache pas qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais je vous signalerai celles pour lesquelles je pense qu'on ne peut pas répondre. Je pense notamment aux questions sur Calicert vivea. Voilà, on a des écueils sur le sujet, mais ça va être compliqué de l'aborder là, puisque ce n'est pas forcément l'objet du webinaire là, mais on a aussi des écueils de la même manière avec un retour d'expérience sur les éventuels écarts. Par contre, pour info, c'est que Calicert vivea, on est sur la V4 qui n'est applicable que depuis septembre. Donc voilà, il y a juste une petite précision, mais comme ce n'est pas l'objet, on ne pourra pas répondre, on ne pourra pas vous présenter ça là maintenant. Alors, donc, peut-être pour synthétiser une question pour toi, Myrena, je pense qu'il y a deux questions qui se ressemblent pas mal, donc, notamment sur en fait l'audit qui concerne voilà, une certaine période, une certaine antériorité, on va dire, sur les formations. Est-ce que l'analyse des actions de formation doit être faite voilà, quelques mois avant l'audit, ou est-ce qu'on peut bénéficier voilà, du régime du nouvel entrant? Alors, déjà, le régime du nouvel entrant, il est très clairement défini dans le guide. Ça va déjà en priorité concerner les organismes qui viennent de démarrer une nouvelle activité. Soit ils viennent de développer une activité de bilan de compétences, de VAE, et là, en l'occurrence, l'auditeur risque en fait de ne pas pouvoir observer les éléments, justement, puisqu'ils viennent de démarrer l'activité. Donc, même s'ils ont tous les modèles de documents, tous les supports qui sont prêts, il n'y aura pas de dossier, puisque concrètement, ça n'a pas été mis en place encore. Après, l'autre peut-être particularité, je ne sais pas si vous pensiez effectivement à un cas particulier, mais l'autre cas auquel je pense qui revient souvent, c'est dans le cas où je pense par exemple à des activités de bilan de compétences ou de VAE. Et puis, je parle de ça parce qu'on sait que le Covid, en 2020, ça a été un peu compliqué pour certains organismes. C'est de savoir si leur dernier dossier date de 2 ans, par exemple. Donc, comment est-ce que l'auditeur va se positionner, sachant que là, ils ont juste un contrat signé qui date de 2-3 mois. Ils n'ont même pas à peine commencé la démarche. Donc, concrètement, comme l'auditeur va regarder 2 dossiers récemment terminés par catégorie d'action, au minimum, ça veut dire que là, en fait, les 2 derniers dossiers, ils vont dater de 2 ans. Ce qui ne sera pas pertinent normalement au regard de la démarche, puisque Calliope, concrètement, ça existe que depuis 2019, enfin l'été 2019. Donc là, ça ne va pas être du tout pertinent. Dans ce cas-là particulier, l'auditeur peut se positionner en nouvel entrant. Enfin, l'organisme peut se positionner sur certains indicateurs en nouvel entrant. Par contre, le nouvel entrant n'est applicable que sur certains indicateurs, pas la totalité. Donc, je pense à ces 2 cas-là. Après, je ne sais pas s'il y avait un cas particulier, mais c'est principalement ces 2 cas-là qui reviennent. Voilà, et puis pour le corollaire un petit peu de la question, hein, c'est effectivement combien généralement d'offres, combien de dossiers sont échantillonnés et avec quelle antériorité. La pratique hein, des différents certificateurs, c'est d'échantillonner, comme Myrena l'a dit, à peu près 2 formations. Et généralement, on va se positionner, hein, les éditeurs vont se positionner sur des formations qui sont récentes et qui sont clôturées. Hein. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le point important à avoir en tête. Ensuite, il y avait une autre question intéressante. Mon organisme de formation délivre des formations avec prise en charge OPCO et d'autres non. Seules celles faisant l'objet d'une prise en charge sont auditées. Je vais répondre et Myrena, n'hésite pas à répondre à les questions. L'échantillonnage du dossier, hein, qui sont des dossiers qui sont réalisés par les auditeurs, ne vont pas nécessairement prendre en compte le fait que les actions de formation soient financées ou pas par un OPCO. Donc, l'auditeur peut très bien choisir un dossier qui ne fait pas l'objet de financement. Hein. Donc, ça, c'est pas, il n'y a pas de ségrégation entre guillemets des dossiers de formation financés ou pas. Et je rappelle juste que Calliope, c'est pas la certification d'une ou de plusieurs formations. C'est la certification de process de formation, c'est-à-dire qu'on certifie l'organisme et son activité et son offre, et non pas une formation.
Donc, c'est vrai que du coup, la lecture, elle est pas dans ce sens-là. Et l'auditeur, en fait, effectivement, n'auditera pas, ne prendra pas en compte forcément ce critère de financement. Euh, alors, une question également sur le timing pour corriger en fait des non-conformités. Là, tu veux répondre, je pourrais rajouter des éléments si tu veux. Donc, Euh, la distinction entre non-conformité mineure et majeure. alors, la distinction entre les non-conformités mineures et majeures, elles sont fixées par l'arrêté qui définit les modalités d'audit. Dans le cas dans le guide de lecture, pour chaque indicateur, il est spécifié si c'est une majeure, mineure ou possible d'avoir une majeure. Tout ça, c'est indiqué dans le guide. Et en audit de certification, une non-conformité majeure peut être bloquante pour avoir la certification, pas bloquante. Si vous avez une non-conformité majeure en audit de certification, vous devez, pour pouvoir obtenir la certification, pouvoir, vous engager sur un plan d'action et deux, démontrer que vous avez levé la non-conformité qui a été identifiée par l'auditeur. Donc ça, dans l'arrêté, il est fixé, vous avez 3 mois dans l'arrêté, c'est indiqué pour faire ça, c'est-à-dire pour démontrer que la non-conformité majeure qui a été identifiée par l'auditeur a bien été levée. Donc 3 mois. Après, je sais que le délai peut varier selon les certificateurs, donc on peut aller entre de 2 à 3 mois, je dirais. Et quand c'est une non-conformité mineure, vous devez simplement vous engager sur un plan d'action, toujours dans le délai des 3 mois. Et il y a, si ma mémoire est bonne, il faudrait que je reprenne l'arrêté, hein, mais je crois que c'est 6 mois pour pouvoir, Ouais. voilà, pour pouvoir en fait apporter la preuve que l'action d'amélioration sur laquelle vous vous êtes engagé a bien été mise en place. Donc, en fait, c'est concrètement, c'est à peu près la même chose, c'est juste une question de calendrier. Et pour que votre dossier soit présenté aux comités, de toute façon, si vous avez des mineurs ou des majeurs, il faut, si c'est mineur, engager un plan d'action, s'engager sur un plan d'action. Si c'est majeur, c'est démontrer que vous avez levé la non-conformité. Si c'est pas, tant que vous ne démontrez pas, ben en fait, votre dossier il reste bloqué dans le délai de 3 mois, bien sûr, pour pouvoir passer en comité. Alors peut-être une question sur les multisites dont on a peu parlé. Donc je rappelle un organisme multisite, en fait, c'est un organisme qui va avoir une fonction centrale, donc qui va fixer un petit peu le cadre et je dirais qu'il y a une autorité organisatrice et organisationnelle pour les différents sites sur lesquels elle opère. Et donc la question c'est comment se passe un audit pour un organisme de formation multisite. Donc d'une façon très schématique et synthétique, en fait, il va y avoir un audit donc, qui va concerner la fonction centrale et ensuite il va y avoir des audits sur les différents sites. Et donc la logique en fait d'échantillonnage et une logique d'échantillonnage de sites. Si vous avez 4 sites, les audits vont avoir lieu uniquement sur 2 sites. C'est la racine carrée du nombre de sites. Et ensuite, évidemment, c'est un programme qui va tourner au fur et à mesure des différents audits. Donc, l'audit de surveillance, s'il y a 2 sites qui ont été audités lors de l'audit initial, ce sera a priori pas forcément les mêmes qui seront audités lors de l'audit de surveillance. Donc ça, voilà, on pourra évidemment, avec la personne concernée qui souhaite un peu plus de renseignements sur les multisites, y revenir. Irena, peut-être une question pour toi concernant la sous-traitance. Est-ce que les sous-traitants doivent être certifiés Calliope? Alors, dans le guide de lecture, donc ça concerne l'indicateur 27. Dans le guide de lecture, il est très clairement notifié, et ça c'est d'ailleurs bien parce que c'est écrit noir sur blanc dans le nota bene, c'est que l'exigence n'implique pas une obligation de certification de la part des sous-traitants. Donc, c'est-à-dire que, alors, ça ne veut pas dire que l'organisme de formation ne peut pas demander à son sous-traitant d'être certifié, mais le fait de travailler avec un sous-traitant qui n'est pas certifié Calliope n'implique pas nécessairement une non-conformité. Ce n'est pas une obligation. En fait. Là, ce qui est vraiment demandé, c'est de démontrer par une autre manière, si ce n'est pas la certification Calliope, que le sous-traitant avec lequel vous travaillez répond bien vérifier qu'il respecte en fait l'ensemble des exigences qui sont notifiées dans le référentiel. Dans le cas où il est certifié Calliope, ça voudrait dire qu'il faut que vous déterminiez une autre manière de pouvoir le vérifier. Parfait.
une autre question peut-être pour toi, Myriana, sur une des dernières questions. Est-ce que l'auditeur tient compte du fait qu'un organisme de formation fait évoluer ses pratiques? Il y a un exemple, hein, s'il y a une formation il y a 3 mois qui n'était pas, dire, qui ne remplissait pas les différentes exigences de Calliope, mais que celle de la semaine dernière les remplissait, est-ce que voilà, est-ce que l'auditeur va tenir compte, hein, de ces évolutions de pratique? Alors, on est dans une. Il y a deux sujets. Hein, là, faut pas oublier qu'un audit, c'est à l'instant T. Donc, c'est-à-dire que même si il voit qu'il y a une démarche d'amélioration, certes, il faudra pouvoir prouver qu'il y a eu une amélioration concrète. Donc, il faut apporter la preuve à l'instant T que ça a été fait. Donc, toujours cette logique de démonstration. Maintenant, à côté de ça, s'il échantillonne 2 dossiers ou 3 dossiers de formation qui constatent que le premier qui date, je dis n'importe quoi, d'avril, bon, il manquait une pièce, mais que en fait ça a été corrigé sur la dernière session, oui, il le prendra en compte. Si ça a bien été corrigé et que vous avez la preuve qu'il y a eu une correction sur la dernière action. Parfait. Peut-être une question sur est-ce qu'on doit présenter un référent qualité alors que la plupart des organismes de formation sont des petits organismes de formation? Alors ça, je l'ai vu, j'ai vu passer la question en effet. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a derrière la question, mais je pense que pour moi, la réponse, elle est surtout quelle est l'organisation chez vous qui va être nécessaire, parce que la notion de référent qualité, ça peut donner une fiche de poste, une lettre de mission, peu importe. Là, vraiment, ce qui est important, c'est que vous allez avoir un auditeur qui va venir sur une journée, 2 journées, ça dépend de votre chiffre d'affaires par rapport à l'arrêté, mais il va vous poser un ensemble de questions. Et c'est-à-dire que vous devez apporter des réponses à l'ensemble des questions qu'il va vous poser. Donc la vraie question pour moi, c'est quelles sont les personnes ressources si vous n'avez pas toutes les réponses, pour pouvoir apporter tous les éléments, non seulement de réponse, mais de preuve aussi à l'auditeur. Donc même s'il n'y a pas de référent qualité ou qu'il n'y a pas un pilote de l'ensemble de la démarche, le jour de l'audit, ça ne va pas constituer une non-conformité ou ce ne sera pas bloquant. Ce qui va être important, c'est dans votre organisation et dans la préparation de l'audit, qu'il y ait vraiment les personnes ressources qui puissent lui apporter toutes les réponses nécessaires.